de ses compatriotes appelé Il Sa Presto, ou le Dépêche Besogne, était après Tenier un des grands faiseurs de pastiches qui jamais ait tendu des pièges aux curieux. Fier d'avoir contrefait avec succès quelques têtes du guide, il entreprit de faire de grandes compositions dans le goût des autres élèves de Carache. Tous ces tableaux, qui représentent différents événements de l'histoire de Persée, sont à Gênes, dans le palais du marquis Grillo, qui paya le faussaire mieux que les grands maîtres dont il se faisait le singe n'avaient été payés dans leur temps. On est surpris en voyant ces tableaux, mais c'est qu'un peintre qui ne manquait pas de talent ait si mal employé ses veilles, et qu'un seigneur génois ait fait un si mauvais usage de son argent. La même chose est véritable en poésie. Un homme sans génie, mais qui a lu beaucoup de vers, peut bien, en arrangeant ses réminiscences avec discernement, composer une épigramme qui ressemblera si bien à celle de Martial qu'on pourra la prendre pour être de ce poète. Mais un poète qui, après s'être diverti à composer un 13e livre de l'Énéide, serait assez hardi pour l'attribuer à Virgile, n'en imposerait à personne. Muret a bien pu faire prendre 6 vers qu'il avait composés lui-même pour 6 vers de Trabéa, poète comique latin qui vivait en 600 après la fondation de Rome. Hier, dans la mesure où les remèdes résidaient dans les plaintes, les lamentations, les pleurs, la douleur des mortels, les larmes devaient alors être achetées à prix d'or. Mais aujourd'hui, elles n'ont pas plus d'effet pour diminuer les maux que le chant funèbre de la pleureuse pour réveiller les morts. Une situation troublée réclame une décision, non des pleurs. Ces vers ont pu éblouir Joseph Scaliger au point qu'il les ait cités dans son commentaire sur Varron, comme un fragment de Trabéa trouvé dans un ancien manuscrit. Si Muret avait voulu supposer une comédie entière à Terence, Muret n'en aurait pas imposé à Scaliger. Or, les hommes soigneux de leur réputation ne doivent pas donner lieu aux faussaires à venir d'imputer à leur mémoire des ouvrages qu'ils n'auront pas faits. C'est assez d'avoir à répondre de ses propres fautes à la postérité. Des siècles illustres et de la part que les causes morales ont au progrès des arts. Tous les siècles ne sont pas également fertiles en grands artisans. Les personnes les moins spéculatives ont fait plusieurs fois réflexion qu'il était des siècles où les arts languissaient, comme il en était d'autres où les arts et les sciences donnaient des fleurs et des fruits en abondance. Quelle comparaison entre les productions de la poésie dans le siècle d'Auguste et les productions du même art dans le siècle de Galien. La peinture était-elle le même art, pour ainsi dire, dans les 2 siècles qui précédèrent le siècle de Léon X que dans les siècles de ce pape? Mais la supériorité de certains siècles sur les autres siècles est trop connue pour qu'il soit besoin que nous nous arrêtions à le prouver. Il s'agit uniquement de remonter, s'il est possible, aux causes qui donnent tant de supériorité à un certain siècle sur les autres siècles. Avant que d'entrer en matière, je dois demander à mon lecteur qu'il me soit permis de prendre ici le mot de siècle dans une signification un peu différente de celle qu'il doit avoir à la rigueur. Le mot de siècle, pris dans son sens précis, signifie une durée de 100 années, et quelquefois je l'emploierai pour signifier une durée de 60 ou de 70 ans. J'ai cru pouvoir employer le mot de siècle dans cette signification avec d'autant plus de liberté que la durée d'un siècle est arbitraire essentiellement, et qu'on est convenu de donner 100 années à chaque siècle uniquement pour faciliter en chronologie les calculs et les citations. Il ne s'achève point aucune révolution physique dans la nature en l'espace de 100 ans, ainsi qu'il se fait une révolution physique dans le terme d'une année, qui est cette révolution du soleil qu'on nomme annuelle. Le mot d'âge signifie un temps trop court pour m'en servir ici, et d'ailleurs le monde est dans l'habitude de se servir du mot de siècle quand il parle de ces temps heureux où les artistes et les sciences ont fleuri extraordinairement. On est dans l'habitude de dire et d'entendre dire dans cette occasion le siècle d'Auguste, le siècle d'Alexandre et le siècle de Louis le Grand. On trouve d'abord que les causes morales ont beaucoup de part à la différence sensible qu'il y a entre les siècles. J'appelle ici cause morale celle qui opère en faveur des arts, sans donner réellement plus d'esprit aux artisans, et en un mot, sans faire dans la nature aucun changement physique, mais qui sont seulement pour les artisans une occasion de perfectionner leur génie, parce que les causes leur rendent le travail plus facile. Et
parce qu'elle les excite par l'émulation et par les récompenses à l'étude et à l'application. J'appelle donc des causes morales de la perfection des arts l'état heureux où se trouve la patrie des peintres et des poètes, lorsqu'ils leur fournissent leur carrière, l'inclination de leurs souverains et de leurs concitoyens pour les beaux-arts, enfin les excellents maîtres qui vivent de leur temps, dont les enseignements abrègent les études et en assurent le fruit. Qui doute que Raphaël n'eût été formé 4 ans plus tôt s'il eût été l'élève d'un autre Raphaël? Croit-on qu'un peintre français qui aurait pris son essor au commencement des 35 années de guerre qui désolèrent la France jusqu'à la paix de Vervins eût eu les mêmes occasions de se perfectionner, qu'il eût reçu les mêmes encouragements qu'il aurait reçus s'il eût pris son essor en 1560? Les compatriotes des grands artisans peuvent-ils donner aux beaux-arts cette attention qui les encourage avec tant de succès, s'ils ne vivent pas dans un temps où il soit permis aux hommes d'être plus attentifs à leurs plaisirs qu'à leurs besoins? Or, cette attention générale au plaisir suppose une suite de plusieurs années exempte des inquiétudes et des craintes qu'amènent les guerres, du moins celles qui peuvent faire perdre aux particuliers leur état, parce qu'elles mettent en danger la constitution de la société dont nous sommes des membres. Le goût pour les beaux-arts ne vint pas aux Romains tandis qu'ils faisaient dans leur propre pays une guerre, dont tous les événements pouvaient être mortels à la République, puisque l'ennemi pouvait, s'il gagnait une bataille, venir camper sur les bords du Tève-Rhône. Les Romains ne commencèrent d'aimer les vers et les tableaux qu'après avoir transporté le siège de leur guerre en Grèce, en Afrique, en Asie et en Espagne, et quand les batailles qui donnaient leurs généraux ne décidaient plus du salut de la République, mais seulement de sa gloire et de l'étendue de sa domination. Le peuple romain, comme dit Horace, c'est après les guerres puniques que dans le calme il se mit à se demander ce que Sophocle, Thespis et Eschyle avaient apporté d'utile. Les récompenses du souverain viennent à la suite de l'attention des contemporains. S'il distribue ses faveurs avec équité, elles sont un grand encouragement pour les artisans, car elles cessent de l'être lorsqu'elles sont mal placées. Il vaudrait mieux même que le souverain ne répandît pas de grâce que de les distribuer sans discernement. Un habile homme peut se consoler d'un mépris qui tombe sur un art. Un poète peut même pardonner de ne point aimer les vers, mais il est outré de dépit lorsqu'il voit couronner des ouvrages qui ne valent pas les siens. Il est désespéré d'une injustice qui l'humilie personnellement, et il renonce à la poésie autant qu'il lui est possible de le faire. Les hommes ne se flattent point intérieurement autant qu'on le croit communément. Ils ont du moins quelques lueurs de ce que peuvent valoir au juste, et de ce qu'ils peuvent valoir au juste, et s'ils s'apprécient eux-mêmes dans le fond de leur cœur, à peu près à la valeur qu'ils ont dans le monde. Les hommes qui ne sont ni souverains ni ministres, ni trop proches parents les uns des autres, ont des occasions si fréquentes de connaître ce qu'ils valent véritablement, qu'il faut bien qu'ils s'en doutent à la fin, à moins qu'ils ne soient pleinement stupides. On ne s'applaudit pas seul durant longtemps, et Cottin ne pouvait pas ignorer que ses vers ne fussent sués du public. Cette hauteur de bonne opinion que montrent les poètes médiocres est donc souvent affectée. Ils ne pensent pas tout le bien qu'ils disent de leur ouvrage. Peut-on douter que les poètes ne parlent souvent de mauvaise foi sur le mérite de leurs vers? N'est-ce contre leur propre conscience qu'ils protestent que le meilleur de leurs ouvrages est précisément celui que le public estime le moins? Mais ils veulent soutenir le poème dont la faiblesse a besoin d'appui, en montrant une prédilection affectée pour lui, quand ils abandonnent à leur destinée ceux de leurs ouvrages qui peuvent se soutenir avec leurs propres ailes. Corneille a dit souvent qu'Attila était sa meilleure pièce, et Racine donnait à entendre qu'il aimait mieux Bérénice qu'aucune de ses autres tragédies profanes. Il faut donc que non seulement les grands maîtres soient récompensés, mais il faut encore qu'ils le soient avec distinction. Sans cette distinction, les dons cessent d'être des récompenses, et ils deviennent un simple salaire commun aux mauvais et aux bons artisans. Personne ne s'en tient plus honoré. Le soldat romain n'aurait plus fait de cas de cette couronne de chêne pour laquelle il s'exposait au plus grand danger si la faveur lui fait donner 4 fois de suite à des personnes qui ne l'auraient pas mérité. On trouve que les causes morales ont beaucoup favorisé les arts dans les siècles où la poésie et la peinture ont fleuri. Les annales du genre humain font mention de 4 siècles dont les productions ont été admirées par tous les siècles suivants.
Ces siècles heureux où les arts ont atteint une perfection à laquelle ils ne sont point parvenus dans les autres sont celui qui commença 10 années avant le règne de Philippe, père d'Alexandre le Grand, celui de Jules César et d'Auguste, celui de Jules II et de Léon X, enfin celui de notre roi Louis XIV. La Grèce ne craignait plus d'être envahie par les barbares du temps de Philippe. Les guerres que les Grecs se faisaient entre eux n'étaient point de ces guerres destructives de la société où le particulier est chassé de ses foyers et fait esclave par un ennemi étranger, telles que furent les guerres que ces conquérants brutaux sortis de dessous les neiges du Nord firent quelquefois à l'Empire romain. Les guerres qui se faisaient alors en Grèce ressemblaient à celles qui se sont faites si souvent dans les frontières du Pays-Bas espagnol, c'est-à-dire à des guerres où le peuple court le risque d'être conquis, mais non pas d'être fait esclave et de perdre la propriété de ses biens, et où il n'est pas exposé aux malheurs qui lui arrivent dans les guerres qui se font encore entre les Turcs et les chrétiens. Les guerres que les Grecs se faisaient entre eux étaient donc ce qu'on appelle proprement des guerres réglées, où l'humanité se pratiquait souvent avec courtoisie. Une loi du droit des gens de ce temps-là portait qu'on ne pouvait point abattre le trophée que l'ennemi avait élevé pour éterniser sa gloire et notre honte. Or, toutes les lois du droit des gens qui distinguent les combats des hommes des combats des bêtes féroces s'observaient alors si religieusement que les Rhodiens aimèrent mieux élever un bâtiment pour enfermer et pour cacher le trophée qu'Artémise avait dressé dans leur ville après l'avoir prise, que de le renverser, s'il est permis de parler ainsi, d'un coup de pied. Toute la Grèce était encore pleine d'asile également respectée des deux parties. Une neutralité parfaite régnait toujours dans ces sanctuaires et l'ennemi le plus aigri n'osait pas y attaquer le plus faible. On peut se faire une idée du peu d'acharnement des combats qui se donnaient entre les Grecs par la surprise où Tite-Live nous dit qu'ils tombèrent quand ils virent les armes meurtrières des Romains et leur acharnement dans la mêlée. Cette surprise fut égale à l'étonnement que les Italiens conçurent quand ils virent la manière dont les Français faisaient la guerre lors de l'expédition de notre roi Charles VIII au royaume de Naples. L'aisance devait être naturellement très grande pour les citoyens de toutes conditions durant les jours heureux de la Grèce. La société est alors partagée en maîtres et en esclaves qui la servaient bien mieux qu'elle ne peut être servie par un menu peuple mal élevé qui ne travaille que par nécessité et qui se trouve encore dépourvu des choses dont il aurait besoin pour travailler avec utilité lorsqu'il est réduit à travailler. Les guêpes et les frelons étaient encore alors en plus petit nombre par rapport aux abeilles qui ne leur sont aujourd'hui. Les Grecs, par exemple, n'élevaient pas une partie de leurs citoyens pour être ineptes à tout, hors à faire la guerre. Genre d'éducation qui fait depuis longtemps un des plus grands fléaux de l'Europe. Le commun de la nation faisait donc alors sa principale occupation de son plaisir, ainsi que ceux de nos concitoyens, de nos citoyens qui naissent avec 100 000 livres de rente, et le climat heureux de leur patrie les rendait très sensibles au plaisir de l'esprit dont la poésie et la peinture font le charme le plus décevant. Ainsi, la plupart des Grecs devenaient des connaisseurs, du moins en acquérant un goût de comparaison. Un ouvrier était donc en Grèce un artisan célèbre, aussitôt qu'il méritait de l'être, et rien n'y ennoblissait plus que le titre d'homme illustre dans les arts et dans les sciences. Ce genre de mérite faisait d'un ordre du commun un personnage, et il égalait à ce qu'il y avait de plus grand et de plus important dans un État. Les Grecs étaient si fort prévenus en faveur de tous les talents qui mettent de l'agrément dans la société que leur roi ne dédaignait pas de choisir des ministres parmi les comédiens. Chez les Grecs, d'autre part, se produire sur le théâtre et se donner au public en spectacle n'a jamais été dans ces divers états un déshonneur. Toutes ces coutumes chez nous passent pour infamantes ou pour viles et indignes des gens considérés. Les occasions de recevoir des applaudissements et des distinctions devant un grand peuple étaient encore très fréquentes dans la Grèce. Comme nous voyons présentement qu'il se forme de temps en temps des congrès où les représentants des rois et des peuples qui composent la société des nations s'assemblent pour terminer des guerres et pour régler la destinée des États. De même, il se formait alors de temps en temps des assemblées où ce qu'il y avait de plus illustre dans la Grèce se rendait pour juger quel était le plus grand peintre, le poète le plus touchant et le meilleur athlète. C'était là le véritable motif qui attirait tant de monde, aux jeux qui se célébraient en différentes villes. Les portiques publics où les poètes venaient lire leurs vers, où les peintres exposaient leurs tableaux, étaient les lieux où ce qui s'appelle le monde se rassemblait. Enfin, les ouvrages des grands maîtres
n'étaient point regardés dans le temps dont je parle comme des meubles ordinaires destinés pour embellir les appartements d'un particulier. On les réputait des joyaux d'un État et un trésor du public dont la jouissance était due à tous les citoyens. En effet, les peintures ne décoraient pas les murs à l'usage exclusif des maîtres de la maison, ni des maisons établies dans un lieu unique, de sorte qu'on aurait pu les arracher à un incendie. Mais toutes les œuvres d'art étaient logées dans les villes hors des maisons, et le peintre était le bien commun de la terre entière. Qu'on juge donc de l'ardeur que les peintres et les poètes avaient alors pour perfectionner leur talent, par l'ardeur que nous voyons dans nos contemporains, pour amasser du bien et pour parvenir aux grands emplois d'un État. Aussi, comme le dit Horace, c'est aux Grecs que les muses ont fait présent de l'esprit et du talent de la parole, pour les récompenser de s'être attachés à leur faire la cour et d'avoir été désintéressés surtout, hors sur les louanges. C'est aux Grecs que la muse a donné le génie, aux Grecs qu'elle a donné de parler d'une bouche arrondie, car ils ne sont avides que de gloire. Si l'on considère quelle était la situation de Rome quand Virgile, Pollion, Varius, Horace, Tibule et leurs contemporains firent tant d'honneur à la poésie, on verra que de leur temps cette ville était la capitale florissante du plus grand et du plus heureux empire qui fut jamais. Rome tranquille goûtait, après plusieurs années de troubles et de guerres civiles, les douceurs d'un repos inconnu depuis longtemps, et cela sous le gouvernement d'un prince qui aimait véritablement le mérite, parce que lui-même, il en avait beaucoup. D'ailleurs, Auguste était tenu de faire un bon usage de son autorité naissante pour la mieux établir et par conséquent de ne la confier qu'à des ministres amis de la justice et qui se servissent de leur pouvoir avec pudeur. Ainsi, les richesses, les honneurs et les distinctions couraient au-devant du mérite. Comme une cour était à Rome une chose nouvelle et odieuse, Auguste voulait du moins qu'on ne pût pas reprocher à la sienne rien de plus que d'être une cour. Si nous descendons au siècle de Léon X, où les lettres et les arts qui avaient été ensevelis durant 10 siècles sortirent du tombeau, nous verrons que sous son pontificat, l'Italie était dans la plus grande opulence où elle a été depuis l'Empire des Césars. Ces petits tyrans, nichés avec leurs satellites dans une infinité de forteresses, et dont la bonne intelligence et les querelles étaient également un fléau terrible pour la société, venaient d'être exterminés par la prudence et par le courage du pape Alexandre VI. Les séditions venaient d'être bannies des villes, qui, généralement parlant, avaient enfin su se former à la fin du siècle précédent un gouvernement stable et réglé. On peut dire que les guerres étrangères qui commencèrent alors en Italie par l'expédition de Charles VIII à Naples ne tourmentèrent pas la société autant que la crainte perpétuelle d'être enlevé, quand on allait à la campagne, par les bandits du scélérat qui s'étaient établis, et comme on le disait alors, qui s'était fait fort dans un château, ou l'appréhension de voir le feu mis à sa maison dans une émeute populaire. Les guerres qui se faisaient alors semblables à la grêle ne venaient que par bouffées, et comme ce fléau, elles ne ravageaient qu'une langue de pays. L'art d'épuiser les provinces pour faire subsister les armées sur une frontière, cet art pernicieux qui éternise les querelles des souverains et qui figurait les calamités de la guerre longtemps encore après les traités, de manière que la paix ne peut recommencer que plusieurs années après que la guerre est finie, n'était pas encore inventée. On vit successivement sur le trône 2 papes désireux de laisser des monuments illustres de leur pontificat et conséquemment obligés à rechercher l'attachement de tous les artisans et de tous les gens de lettres qui pouvaient les immortaliser en s'immortalisant eux-mêmes. François Ier, Charles Quint et Henri VIII devinrent rivaux de réputation et ils favorisèrent à l'envi les lettres et les sciences. Les lettres et les arts firent donc des progrès merveilleux. La peinture se perfectionna d'un peu d'années, alors qu'elle était recherchée par les rois et les peuples, rendant fameux ceux qu'elle jugeait bon de faire passer à la postérité. Le règne du feu roi fut un temps de prospérité pour les arts et pour les lettres. Dès que ce prince eut commencé de régner par lui-même, il fit des établissements les plus favorables aux personnes de génie qui jamais étaient faits par aucun souverain. Le ministre qu'il employa pour ces détails était capable de le servir. La protection de Colbert ne fut jamais le prix d'une assiduité servile à lui faire la cour, ni d'un dévouement fin ou véritable pour ses volontés. Il n'avait d'autre volonté que de faire servir son prince par les personnes les plus capables. Seul auteur de ses décisions et maître de sa faveur, il allait chercher ceux qui avaient cette capacité
et il leur offrait sa protection et son amitié quand ils n'osaient encore la demander. Par la magnificence du prince et par la conduite du ministre, le mérite devint alors un patrimoine.